Bonsoir, et en effet, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on s'est intéressé d'abord au sanitaire, ou en tout cas pourquoi la direction des affaires scolaires a souhaité s'intéresser à ce sujet. Un tiers des élèves, voire même selon certaines études, 8 collégiens sur 10 ne vont pas aux toilettes. Je ne sais pas si vous avez souvenir de vos toilettes de maternelle, élémentaire ou collège, mais ce n'est pas toujours un bon souvenir. C'est un endroit dans lequel on n'avait pas envie d'aller parce que c'était sale, malodorant. Parfois, il y avait même des sujets de harcèlement au collège ou au lycée. Donc en fait, le premier état des lieux, c'est de se dire que c'est un endroit où on ne va pas, ce qui impacte sur la concentration, comme l'expliquait Charlotte, mais aussi des pathologies comme des cystites et j'en passe. Et donc vraiment, c'est un enjeu de santé publique. Avant de s'intéresser au côté comment le bâtiment peut répondre à ce sujet, c'est vraiment un enjeu de santé. Et c'est comme ça qu'il a été initié en octobre 2021, donc il y a déjà plus de 3 ans, bientôt 4, déjà plus de 2 ans, mais on passera sur les calculs mentaux, une étude action. Donc le but, c'était de se renseigner et de passer à l'action, d'avoir ces deux volets, études et action, en partenariat avec la direction des affaires scolaires et le CAE, du coup, que je représente aujourd'hui. Donc je vais me porter parole rapidement de la direction des affaires scolaires, mais c'est un patrimoine aussi très important, donc à l'échelle de Paris, 631 écoles, 85 collèges autonomes et 25 cités mixtes. Pareil, pas de calcul mental, mais beaucoup d'établissements dont ils ont la gestion. Et à chaque fois, tous les ans, ça représente 7,8% de leur programme. Donc c'est récurrent et c'est des sanitaires qui sont souvent dégradés, mais des espaces où au final les enfants ne vont pas. Donc c'est poser la question de les accompagner dans la rédaction, dans l'élaboration d'un nouveau cahier programmatique, justement. Ils ont aussi, au sein de la DASCO, de la direction des affaires scolaires, des fiches que Nalouen met en place au moment des travaux. Mais là, ils ont réfléchi pour en faire quelque chose de plus adapté aux usages et aux usagers, avec des enjeux pédagogiques et voire même proposer des expérimentations, en tout cas questionner des enjeux de société ou des enjeux environnementaux. Moi, avec ma casquette d'architecte, j'ai assez rapidement éprouvé le besoin, dans le cadre de cette étude, de m'entourer d'autres experts pour apprendre d'eux et partager mes apprentissages. Donc on a rencontré des experts, donc pas encore des usagers là pour le coup. On s'est d'abord attardé à des experts. Alors j'appelle experts des géographes du genre, des personnes de la mission éducation inclusion pour questionner les enfants porteurs de handicap dans ces sanitaires, des responsables de la pédagogie pour comment est-ce qu'on surveille ce type d'espace, des chercheurs sur la récupération des eaux de pluie, la récupération des urines ou les toilettes sèches dont nous parlera Charlotte tout à l'heure. On a éprouvé le besoin de s'entourer de plein de personnes qui s'occupent de cet espace-là, ou en tous les cas qui ont un avis à nous apporter. On en a fait des fiches synthèses. On a aussi été à la rencontre d'autres projets, d'autres maîtrises d'œuvre ou de maîtrises d'ouvrage pour comprendre comment est-ce qu'ils faisaient leur sanitaire. Donc à Paris, mais aussi à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis justement, dans le Val d'Oise, en Gironde. On a essayé de se rendre compte de comment est-ce qu'ils font les toilettes ailleurs. En Gironde, par exemple, tous les nouveaux collèges sont des collèges mixtes. Donc on s'est interrogé, on a essayé de les rencontrer, d'apprendre et d'avoir des pistes d'amélioration justement des précos de la ville de Paris. Pour donner à voir un peu tous ces éléments, on a organisé des webinaires, donc en juin 2022, assez rapidement. En un an, on a rencontré tous ces experts et on a un peu donné à voir dans le cadre d'un webinaire. On a fait aussi un voyage d'études. On a été justement voir les projets de Charlotte, dont elle vous parlera tout à l'heure, un petit peu spoil avant tout. Mais on a fait ce voyage d'études pour emmener avec nous les décideurs, donc aussi bien les affaires scolaires que la direction de la construction publique et de l'architecture dont fait partie Nalouen, les directeurs, et les rêves. Donc là, on commençait un peu à s'attaquer aux usagers. On a emmené avec nous la direction pour leur montrer qu'on pouvait faire différemment et pour leur donner des idées à eux, mais aussi à nous. Les rêves, c'est les responsables du temps périscolaire à Paris. Pardon. Tous les directeurs, on va dire les décideurs de certaines écoles, pour leur donner à voir qu'on peut faire différemment. Ensuite, il y a eu le moment de l'action. Donc après avoir fait cette phase d'études qu'on continue bien sûr à faire sur le long cours, la direction des affaires scolaires nous a proposé de passer à l'action dans plusieurs sites pilotes, donc d'en observer certains qui ont déjà été réalisés dans la région parisienne, mais aussi de s'attarder à une maternelle, une élémentaire et un collège qui ont été livrés ou qui sont en cours de livraison pour certains d'entre eux en ce moment. Et là encore 3 nouveaux projets, donc 2 phases, une phase livrée et une phase en cours, pour essayer de changer les pratiques justement. Donc dans le changement de pratique, on a une nécessité assez vite de s'intéresser aux usagers et de réussir à comprendre ce qui fonctionnait ou ce qui fonctionnait pas, mais aussi comment tout simplement quelles envies ils avaient projeté sur ces sanitaires. Sur le long cours, on s'est attardé justement, et je vais vous faire plutôt l'exemple des écoles élémentaires Olivier Métra dans le 20e arrondissement. Je ne vais pas vous parler de tous les projets qu'on a suivis.
Mais celui-ci, du coup, nous, on est arrivé... Charlotte, tout à l'heure, présentait la frise chronologique de toutes les étapes d'un projet. Nolwenn vous expliquera un petit peu aussi quelles sont-elles au sein de la ville. Nous, on est arrivé en janvier 2022 jusqu'à novembre 2022 sur la concertation. Et là, on l'a fait un petit peu en 4 étapes. On a d'abord été justement à la rencontre des usagers adultes et recueillir la parole des adultes. Donc aussi bien le directeur, donc pour le coup, les directeurs des écoles élémentaires Métra, les responsables éducatifs villes des écoles élémentaires Métra, mais aussi les animateurs, les agents d'entretien, pour faire des entretiens individuels en tête-à-tête, où la parole était très très libre. Pour anecdote, sur les agents d'entretien, c'était important pour nous de le faire dans leur salle d'agents d'entretien, parce qu'ils nous montraient le matériel, on a appris en fait du vocabulaire, on a regardé comment est-ce qu'est nettoyé, c'était quoi leur rituel, et vraiment comprendre chacun d'entre eux comment ils utilisaient justement ces sanitaires, aussi bien sur la surveillance que sur l'entretien en fonction de chacune des casquettes des adultes qu'on a rencontrés. Ensuite, on a été observé, donc un peu les croquis que montrait Charlotte sur les bancs, la table des ping-pong ou d'autres éléments. On a été observer les usages, mais aussi les mésusages, où en tous les cas, on s'est rendu compte que dans les toilettes, on ne faisait pas que aller boire ou aller aux toilettes, on faisait aussi plein d'autres choses. Et ça, on l'a fait sur une journée entière, sur les 3 temps de récréation, le matin, le midi et le soir, avec une posture vraiment d'observateur. Donc on grondait pas s'il y avait des bêtises et des boulettes qui étaient jetées au plafond, s'il y avait des roues, des pyramides, des cris ou quoi que ce soit. On était là plus avec un rapport sociologique d'observer ce qui se passe aujourd'hui dans les sanitaires. Et de se rendre compte qu'au-delà de ces mésusages, certains étaient souvent liés à des problèmes d'ergonomie ou de préemption. On dit que les enfants ne tirent pas la chasse d'eau et qu'ils sont mal élevés, pas du tout. Ils n'arrivent pas à tirer la chasse d'eau. C'est pour ça que la chasse d'eau n'est pas tirée. Donc c'était important pour nous de se rendre compte de toutes ces anecdotes-là et des nombreuses dont tu as parlé. Nous, c'est la chasse d'eau qu'on a assez rapidement relevée. Après, on s'est dit, bon, bah, ok, on a questionné les adultes, observé les enfants, on a pris le temps d'être assez souvent dans cette école, d'être identifié aussi comme Madame Pipi, pour le coup, dans les élémentaires Métra. Et ensuite, on a pris un groupe pilote, un groupe d'enfants du CP au CM2 avec des filles et des garçons. Et on a réalisé avec eux des ateliers. Je vous en parlerai un petit peu après, mais le but, c'était de à la fois les sensibiliser à ce que c'est les toilettes dans l'histoire du temps. Et les toilettes, c'est pas juste une cuvette et un dérouleur de papier toilette. Ça peut être plein d'autres choses. Et les faire participer, leur demander vraiment leur avis pour à la fin en tirer bien sûr des préconisations, de nouvelles idées sur le cahier programmatique. Et ensuite, après avoir était au contact des enfants, retourner auprès des adultes pour les concerter, faire des réunions. Parfois, il y avait un plan sur la table, j'avoue. Mais de temps en temps, on collait beaucoup de vignettes, on essayait de se projeter sur comment faire un projet dessiné et partagé. Et inviter les services de la ville, parce que le but, c'était de faire des allers-retours entre les adultes de l'école et les services de la ville qui allaient financer, qui étaient les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre de ce projet. Donc, Nolwenn était parfois présente à certaines de ces réunions adultes. Pour vous expliquer un petit peu, on est parti de quoi ? On est parti de ces toilettes comme on les voit là affichées à l'écran. Donc des toilettes très rapidement genrées, une couleur bleue, une couleur rose, vous vous doutez de qui et de quel côté. Des urinoirs chez les garçons, des portes détalonnées. Donc détalonnées, c'est qu'il y a un petit trou en dessous et un petit trou au-dessus. Donc d'un point de vue acoustique, c'est pas super. On regarde en dessous. Des lavabos pas toujours à la bonne hauteur. Alors là, j'attaque Métra dans le 20e, mais toutes les écoles parisiennes, toutes les écoles françaises et beaucoup d'écoles, je pourrais étendre ça au niveau mondial peut-être, sont ainsi. En plus de la faible intimité à cause de ces portes, de ces urinoirs, l'urinoir, c'est la photo en haut à gauche. Je ne sais pas, messieurs, si vous iriez à cet urinoir où il y a, en haut à droite, pardon, aucune cloisonnette. Pour info, il y a la fenêtre juste derrière. Donc depuis la cour de récré, je vois tous les petits garçons en train de faire pipi. C'est super. Et en plus, ce bâtiment, il est labyrinthique. Alors, je vous montre le plan pour vous l'illustrer. Lecture de plan, désolé. Mais donc là, on a la porte. Et voilà, en tant que petite fille, si je veux aller à cette cabine, le chemin que je fais. En tant que petit garçon, je rentre par cette porte et je vais jusque là pour aller à l'urinoir. L'adulte qui est là ici, qui veut vérifier qu'à l'urinoir, c'est pas bataille d'eau ou bêtise, c'est un petit peu compliqué. Ça peut être par la fenêtre ici, qui a 1,20 m d'allège. Moi, je vois. Je suis pas sûre que quelqu'un de petite taille, un surveillant de petite taille, puisse voir à l'intérieur. Donc, on était, pour tout vous dire, sur une ancienne salle de classe. Donc, c'est pour ça aussi que c'est pas l'aménagement le moins labyrinthique. C'était une ancienne salle de classe. Et nous aussi, dans notre phase d'observation, on a voulu faire un état des lieux de l'existant. Donc voir que c'était coloré, labyrinthique, les urinoirs, etc. Mais aussi essayer de relever tous les équipements. Donc quelque chose de très pragmatique. On va à 10h avant la récré, on regarde ce qu'il y a, on regarde les verrous
qui dysfonctionne. Donc ce verrou ici qui dysfonctionne. Donc en rouge, ça marche pas du tout. En orange, ça marche moyen. Et en noir, ça passe. Là, ici, le verrou, il fonctionne pas du tout. Là, il fonctionne moyen. Il n'y a pas spécialement de miroir. Il n'y a pas de brosse pour nettoyer les toilettes. Voilà, on essaye de comprendre les éléments qu'il y a en plus ou au moins dans l'établissement. Et on regarde aussi le temps d'écoulement de l'eau. On se rend compte de temps en temps que les enfants, ils savent très bien qu'il y a un robinet qu'ils n'utilisent pas parce que le débit est horrible ou parce que ça dure 2 secondes et qu'on ne peut pas se laver les mains. Donc de temps en temps, on essaye d'observer vraiment l'état existant de ce bâtiment. Et ensuite, on fait, à la suite de chacune de nos observations sur la journée, matin, midi et soir, des fréquentations. Alors je ne vous montre pas toutes les récrés côté filles, côté garçons. Je vous illustre juste ici la fréquentation des sanitaires. On se rend compte, cette fameuse cabine, donc pareil, le code couleur rouge, il y a beaucoup de monde, orange un peu, jaune moyen et bleu, pas du tout. On se rend compte ici que dans cette cabine où le verrou fonctionne pas, personne n'y va. Les petites filles, elles le savent très bien, elles ont retenu, elles ont testé les verrous, elles savent très bien que cette cabine, en fait, elle n'est pas utilisée parce que le verrou, il fonctionne pas. Cette cabine, un petit peu moins, vous vous souvenez, c'est celle où le verrou, il est un peu compliqué. En fait, elle claque la porte à chaque fois. Donc vous imaginez aussi d'un point de vue nuisance sonore, chaque fois qu'on rentre dans cette cabine, on claque la porte. Le lavabo qui est placé au dos de la porte, donc le débattement de la porte se faisant dans ce sens-là, elles y vont pas trop, à part pour faire des boulettes de papier ou des bêtises, j'avoue. Mais sinon, elles utilisent plutôt ce lavabo qui est central et qui est dans leur cheminement. Donc ça, on l'a fait sur chacune des récrés pour se rendre compte quels sont les endroits que les enfants utilisent ou pas. Et ça nous a semblé aussi très important de se rendre compte que les sanitaires, c'est souvent un endroit où on a l'impression qu'on va faire la queue. Quand on est en bar, en discothèque, à la station-service, peu importe, on a toujours l'impression qu'on va faire la queue pour aller au sanitaire. Dans les écoles, c'est pas trop le cas. Il n'y a pas de queue. Alors j'avoue, quand ça sonne, tout le monde se précipite au sanitaire et il y a un petit peu de queue. Mais sinon, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de queue. Par contre, qu'il y a beaucoup d'enfants sur le temps de récré, mais que presque 1 sur 2, la moitié d'entre eux vont juste boire au sanitaire. Donc on se dit, en fait, on a une impression d'affluence parce que les enfants viennent boire, parce que les enfants cherchent la bonne cabine, parce que toutes les cabines ne sont pas fonctionnelles. Mais on s'est dit de temps en temps, plutôt que respecter ce quota de « il faut tant de cabines par enfant », on s'est dit, déjà, si c'était moins labyrinthique, que les lavabos étaient un petit peu mieux placés et que les cabines étaient peut-être moins nombreuses, mais mieux équipées, dans le sens tous les verrous qui fonctionnent par exemple, on aurait des plans un petit peu mieux occupés, plus faciles à surveiller, etc. On s'est rendu compte aussi au moment de ces 3 observations qu'il y avait des usages, des mésusages, des usages inattendus. On les a appelés un peu différemment. Donc les 2 photos illustrent 2 d'entre eux. Une petite fille qui se suspend au lavabo pour pouvoir boire. Et en effet, le lavabo est toujours pas à la bonne hauteur pour des CP au CM2. Voilà, on a une grande fourchette de tranche d'âge, mais aussi de hauteur. Donc là, les lavabos se décèlent, sont parfois abîmés, etc. Ils montent même sur les canalisations en dessous parfois. Donc bien sûr, côté entretien-maintenance, ça fait des travaux en plus. Mais un lavabo qui serait posé juste 20 cm au-dessous, je regarde pas trop les coûts, moi, de mon côté, mais Charlotte en parlait tout à l'heure, c'est juste une pose qui est différente. Mais d'un point de vue coût, c'est le même lavabo, c'est juste la pose qui a changé. De la même manière, la petite fille qui tient la porte à sa copine, c'est peut-être un des verrous qui ne fonctionne pas, c'est peut-être aussi la peur de s'enfermer, la sécurité de se dire qu'on y va souvent à 2 aussi aux toilettes, que le verrou fonctionne ou pas. Vous voyez très bien en discothèque, à la station-service, peu importe, on y va à 2 aux toilettes. Mais aussi le manteau juste à côté. L'absence de pater, de porte-manteau à l'intérieur, fait qu'on pose son manteau à l'extérieur. Quand on a une salopette, une robe, peu importe, juste la nécessité d'enlever son manteau, c'est quelque chose qui paraît super cohérent, mais qui n'est pas toujours présent dans les toilettes. Je vous passe toutes les légendes, mais on vérifie si la chasse d'eau est tirée, on vérifie le verrou, on se suspend pour boire, voire même, là, côté garçon, on regarde sous la porte, on claque la porte, on se cache. On se rend compte qu'on fait plein d'autres choses que juste d'aller boire ou d'aller aux toilettes. Ce que Agathe Chiron appelle d'ailleurs faire salon. C'est une expression qui m'a pas mal plu. C'est qu'au final, surtout au collège, on y fait plein d'autres choses. Et donc, ça a été important pour nous de se rendre compte de comment répondre à ces usages à un autre endroit, dans la cour de récré, par le jeu, ou tout ce qu'expliquait Charlotte, et qu'en même temps, cet espace soit aussi plus facilement surveillable. Tous ces mésusages ou ces bêtises, entre guillemets, qui peuvent être faites, c'est souvent parce que c'est des endroits labyrinthiques qu'on surveille mal, donc on surveille difficilement. Une fois qu'on avait observé les enfants, on s'est dit, OK, maintenant, on va leur donner la parole, le fameux troisième point de tout à l'heure, on va faire des ateliers avec eux. Alors, avant de le faire avec le groupe pilote dont je vous parlais, on a d'abord essayé de leur demander leur avis et leurs envies. Donc, on est passé par des systèmes de post-it de couleurs. J'aime, j'aime pas, je veux. Assez facile à comprendre, avec un code couleur attribué. Et des pictogrammes. Et les enfants sont venus nous dire ce qu'ils aimaient, ce dont ils avaient envie, etc. Alors, il y a de la couleur, il y a de la musique, il y a des fontaines à coca, il y a plein de choses différentes. Mais il y a aussi une envie de papier toilette qui est présent, une envie de savon qui fonctionne, une envie de lavabo qui est accessible, une envie de porte-manteau. Donc il y a des choses farfelues
qu'on a pu réinterpréter parfois à notre manière, mais aussi des besoins qui paraissent primordiaux, qui ne sont pas toujours accessibles dans les sanitaires. Ensuite, on a pris ce petit groupe pilote avec lequel on a fait une frise chronologique des sanitaires pour leur parler des latrines, aux pots de chambre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux toilettes japonaises, pour leur expliquer que les toilettes, c'est pas que les toilettes qu'ils connaissent à la maison ou à l'école, mais que ça a une grande histoire. Et puis leur montrer plein de références, de toilettes rose fluo, de toilettes à moumoute, de toilettes dans un tuba, voilà, des toilettes un petit peu fous pour qu'ils se libèrent et une capacité d'imaginaire qui soit moins un peu contraint comme celle malheureusement souvent des adultes. C'est pour ça aussi qu'on s'adresse aux enfants. On a fait des ateliers d'ergonomie, donc on leur a fait toucher des choses, manipuler des choses, et on s'est rendu compte que tirer la chasse d'eau, alors on dit tire la chasse d'eau, aujourd'hui à la maison vous devez pousser sur un bouton. Je pense pas que vous tiriez la chasse d'eau comme à la vieille époque, et tirer la chasse d'eau c'est très compliqué pour eux. Les petites manettes qu'on a dans les écoles de tirage des chasses d'eau, elles sont compliquées à utiliser, donc c'est pour ça je vous le disais qu'ils tirent pas les chasses d'eau. Donc on s'est dit déjà qu'on allait pousser des choses, voire les pousser plus facilement. Pousser le robinet, si le robinet il est un peu calcaire ou il est à 7 kg de poussée, il faut pousser très très fort pour l'activer, mais on va pas se laver les mains, parce que le lavabo il est trop haut, le robinet il est difficile à pousser, et le savon peut-être qu'il est vide. Donc clairement le lavage des mains il sera pas fait. Et on est passé avec eux par des dessins et des maquettes, des dessins individuels et des maquettes collectives par petits groupes. Je vous ai choisi ces deux dessins-là parce que la consigne, c'était tes toilettes, rêver. Alors certains n'ont pas compris le rêve parce que dans le toilette en haut, c'est un toilette très très sale, où la cuvette est dégoûtante, mais en même temps, il y a de la musique, il y a du papier, il y a des spots lumineux, donc il y a un peu plus de confort, mais ça reste dégoûtant. Et l'autre toilette, ils l'ont appelé les toilettes propres. C'est des toilettes avec des néons. C'est un trône doré. Donc voilà, il a repris l'expression du trône pour mettre son toilette tout doré. Il a de l'eau à côté pour se laver les mains. Et il a rajouté, pour les agents d'entretien, le balai et la serpillière. Donc ce qui était intéressant pour nous, c'est que dans ces dessins d'enfants, en fait, se traduisent, on n'a pas fait la psychanalyse de chacun d'entre eux, mais se traduisent beaucoup d'éléments sur des envies de propreté et des envies de comme à la maison. Donc on a retrouvé le magazine, on a retrouvé le téléphone, on a retrouvé la musique, on a retrouvé le confort qu'on peut avoir quand on est à la maison et qu'on ferme la porte. Après tout ça, on s'est dit, ok, on a plein d'infos, plein de préconisations, mais on a envie de passer par la phase de préfiguration. Charlotte l'expliquait tout à l'heure quand elle fait le mobilier à cartable avec les enfants pour voir à quoi ça ressemble. Nous, les enfants, on s'est rendu compte dans cette phase de maquette que sur 4 groupes, 3 d'entre eux avaient fait des toilettes mixtes. Il n'y avait plus de filles-garçons séparés. Ils avaient coupé le mur au milieu. Ils avaient dit, on va tous être au même endroit parce qu'on aura du coup des lavabos plus grands, des couloirs plus grands, et qu'après tout, si on a tous la cabine qui est bien fermée à clé avec le bon verrou, ça nous gêne pas. Voire même des copains-copines qui étaient tous ensemble autour de la maquette avaient plaisir à choisir la même couleur de porte, le même carrelage au sol, etc. Beaucoup d'appréhension de la part des parents, vous en doutez, voire des surveillants. Donc nous, on a proposé de venir préfigurer ce que seraient des toilettes partagées. Donc on a proposé aux garçons de visiter les toilettes roses et aux filles de visiter les toilettes bleues. Donc ça a été super intéressant, déjà pour des petites filles, de découvrir des urinoirs. À la maison, il n'y a pas d'urinoir, messieurs. Vous faites pipi assis ou debout, mais dans une cuvette. Donc des petites filles ont découvert c'était quoi des urinoirs. Les garçons se sont rendus compte que côté filles, il y avait des miroirs, mais pas côté garçons. Donc aussi, ça va permettre de mettre en évidence la différence entre gauche et droite, entre rose et bleu, entre filles et garçons. Alors qu'au final, ils font pipi tous les deux, ils ont peut-être tous les deux besoin de se regarder dans le miroir et de se laver les mains avec du savon. Donc ça a mis en évidence qu'on ne faisait pas pareil à gauche et à droite, et très souvent, pas que à Métra encore une fois, je prends l'exemple de Métra dans le 20e, mais dans plein d'endroits, il n'y a pas la même chose, colorimétriquement, mais aussi d'un point de vue des équipements. Et donc nous, on s'est dit qu'on pouvait faire pareil déjà à gauche et à droite, première préconisation intéressante, voire même faire ensemble. Donc ça a été important pour nous de faire ces après-midi de tests avec les enfants où ils ont visité, et après on leur a dit aussi qu'ils pouvaient aller à droite, à gauche, qu'ils pouvaient se mixer. Et assez souvent, les garçons retournaient dans leur toilette parce que le lavabo, il y a un petit vidoir que vous voyez en bas à gauche sur la photo, donc les lavabos un peu plus bas pour les seaux des agents d'entretien. Et en fait, on s'est rendu compte que les petits garçons, ils buvaient tout le temps à ce lavabo-là, parce qu'il est bien plus bas, bien plus accessible pour eux. On s'est rendu compte que les petites filles, par contre, elles pouvaient retourner dans telle cabine parce qu'elle est un peu plus labyrinthique justement, un peu plus dans un recoin. On le voit très bien quand on arrive dans une station-service, personne ne prend la première cabine. On cherche toujours à avoir une cabine un peu plus loin, celle de l'angle, celle à gauche, mais on prend jamais la toute première cabine. On a l'impression qu'elle est moins cocooning, alors que elle est pareille que celle d'à côté, pour vous dire la vérité. Mais face à toutes ces étapes d'entretien avec les adultes, d'observation des enfants, d'ateliers avec les enfants, on est revenu auprès des adultes et on en a tiré du coup certaines préconisations qu'on a transmises justement à Nolwenn sur ces enjeux de surveillance, de désengorger l'espace, de questionner les flux et les accès dans ces espaces-là, de faire parfois moins de cabines mais mieux équipées.
de questionner le fer salon, de questionner l'ergonomie, vraiment la préemption de chacun des éléments qui seraient mis en place. Et pour le coup, dans cette école a été validée l'idée de faire ensemble, et donc d'avoir des sanitaires filles et garçons partagés. Et donc voilà, je vais laisser Nalwenn vous présenter le projet qu'elle a dessiné suite à toutes ces préconisations. Donc la section locale d'architecture du 20e, c'est un service donc déconcentré qui appartient à la direction des constructions publiques et de l'architecture. Donc on travaille sur les équipements recevant du public qui appartiennent à la ville de Paris. Donc comme l'a dit tout à l'heure Solène, ça représente environ 300 équipements à entretenir, à rénover, etc. Le service dans lequel je travaille est composé donc de différentes subdivisions études et travaux d'un point de vue géographique. Donc vous voyez ici, hop là, donc une subdivision à l'ouest, à l'est, une au sud. L'école Métra se trouve juste ici. Il y a également 2 subdivisions transverses qui s'occupent de sujets particuliers comme l'accessibilité et les cours oasis. Donc ça, voilà, c'est pour vous donner un peu le cadre dans lequel je travaille. Donc le secteur est du 20e donc est le secteur dans lequel se trouve l'école Olivier Métra. Donc pour rénover cette école, c'est mon équipe et moi-même qui avons travaillé sur le sujet en collaboration avec le CAUE. Donc Manon en a parlé tout à l'heure. L'étude action, donc elle a été lancée par la direction des affaires scolaires en 2021 pour les questions de santé publique sur lesquelles je ne vais pas revenir à présent. Il y a eu toute cette phase de concertation que Manon vient de vous présenter. Et à la suite de cette concertation, du coup, le CAUE nous a transmis un cahier des charges avec ce qui était sorti de cette concertation, c'est-à-dire les préconisations d'usage qui regroupaient à la fois les demandes des élèves, des professeurs, des agents, mais aussi des services techniques, parce que nous avons aussi nos propres contraintes de maintenance et d'entretien. À la suite de cette concertation, nous avons réalisé du coup tout ce qui est études. Donc c'était un temps très court, sachant que c'était pour des travaux, comme vous voyez ici. Donc là, on était en novembre 2022, c'était pour des travaux à l'été 2023. Donc c'était des délais très courts d'études. Donc on a fait ces études en maîtrise d'œuvre interne, à part la partie chauffage et ventilation, pour lesquelles on n'avait pas les compétences internes, mais sinon on a fait, si vous voulez, on était conducteur d'opération et à la fois architecte pour ce projet-là. Donc c'est nous qui avons rédigé le marché, réalisé les plans, etc., fait toute l'analyse des offres pour sélectionner l'entreprise. Donc tout ça, ça demande un peu de temps. Sachant que le chantier, on ne pouvait pas le faire à un autre moment que l'été, parce que comme vous le savez, les enfants étant en vacances scolaires, le temps de chantier était défini avec des dates officielles transmises par l'Éducation nationale. Donc le chantier s'est déroulé en 45 jours, parce que les vacances scolaires, elles ne commencent pas le 1er juillet, mais le 8 juillet, donc ça laisse en fait très peu de temps. Et pour la rentrée scolaire, sachant que le bloc sanitaire, c'était le seul sanitaire de la cour d'école, on n'avait pas d'autre solution que de livrer à temps ce chantier. Jusqu'au dimanche soir, pour la petite anecdote, on y était encore et on était en train de finaliser toutes les petites finitions pour que la rentrée se fasse au mieux. Mais voilà, donc c'est le cadre. La concertation, du coup, ça demande un temps plus long, mais ce qui nous a permis, je vais revenir après là-dessus, ça demande un temps plus long, sachant qu'on a des délais toujours très courts pour réaliser ces travaux, mais ça nous a permis aussi d'aboutir à quelque chose de beaucoup plus adapté à tous les usages et les enjeux en fait, de santé publique et d'appropriation des espaces. Donc Manon vous a parlé un peu des usages, des sanitaires extérieurs, de l'état des sanitaires existants. Alors, je ne vais pas revenir sur les questions d'usage. D'un point de vue aussi bâtimentaire, il y avait des menuiseries en simple vitrage. Vous voyez bien l'état des sanitaires. C'était des sanitaires assez anciens, vieillots, qui avaient besoin d'une rénovation. On avait aussi des sanitaires qui ne fonctionnaient pas, des problèmes d'évacuation. Le chauffage se faisait
via la chaufferie gaz. Il n'y avait pas de ventilation mécanique. Enfin, il y avait un certain nombre aussi de sujets techniques au-delà des problèmes d'usage. Donc la rénovation globale de ces sanitaires, ça tombait très bien. On a intégré l'usage et la technique dans ce projet. Alors, on parle de rénovation de sanitaires, comme on l'a dit précédemment. La ville de Paris rénove chaque année un certain nombre de sanitaires. On parle d'une rénovation classique. La direction des affaires scolaires a un cahier des charges avec déjà un certain nombre de choses. Mais c'est vrai qu'on ne va pas aussi loin dans le détail par rapport à une concertation, parce qu'on n'a aussi pas le temps. Comme le disait Charlotte, on n'a pas le temps de faire tous ces ateliers avec les élèves, avec les agents, faire tout ce temps d'observation, etc. On n'a pas le temps de le faire au vu de notre plan de charge, ce qui est dommage d'ailleurs, mais c'est pour ça que la collaboration était très intéressante. Donc, par rapport à une rénovation classique, donc là, je vous ai mis deux photos. Donc là, c'est une rénovation vraiment très classique. On a les urinoirs, on a les cabines avec la ventilation, enfin les portes détalonnées. Enfin voilà, ça c'est, on va dire, une rénovation un peu classique, quoi. On remet au propre, mais on change pas trop ce qu'il y avait en place. Et donc là, on a notre fameux bloc sanitaire qu'on va regarder un peu de plus près. Les contraintes, donc je les ai déjà abordées, c'est le temps de concertation, donc qu'il faut intégrer au temps d'études, qui sont du coup plus longs. Les délais de chantier, c'est 45 jours. Dans les écoles, on ne peut pas, enfin ça dépend des établissements, mais c'est très rare que l'on puisse fermer une partie de l'école plus que pendant la durée des vacances scolaires. Donc c'est un temps très très limité pour se lancer dans des rénovations importantes où on démolit une partie des façades, on remplace les menuiseries, etc. C'est aussi parfois des fournitures de la direction gestionnaire qui ne sont pas adaptées à ces nouvelles pratiques. Par exemple, le papier toilette, le savon, etc. Il y a des marchés de fournitures qui sont signés à la ville et qui prévoient des choses assez classiques. Donc, changer ça, ça veut dire aussi des coûts qui sont différents. Enfin, c'est adapter le marché de fourniture. Enfin, voilà, ça veut dire plein de choses. C'est évidemment des coûts qui sont plus importants parce qu'on vient intégrer des accessoires, on vient plus loin dans la rénovation, donc forcément, c'est des coûts qui sont plus importants. C'est aussi une coordination avec différents services, que ce soit le service de l'énergie pour tout ce qui est ventilation, mais aussi l'association, le CAUE, tous ces intervenants finalement, ça demande de la coordination, donc une complexité plus importante, donc des délais plus importants. Donc ça, c'est pour la partie un peu contrainte ou éléments à prendre en compte par rapport à une rénovation classique. Les points positifs, Manon reviendra peut-être tout à l'heure dessus, mais évidemment, c'est intégrer au mieux les besoins des usagers, impliquer les usagers dans leur lieu de vie pour qu'ils se les approprient, pour qu'ils se sentent bien dans les sanitaires, qu'ils y aillent, que ça soit pas un endroit qu'ils redoutent. C'est aussi impulser le changement au sein de la ville de Paris, que ce soit les services techniques dans lesquels je travaille, mais aussi les directions gestionnaires. Il y a des habitudes qui ont été prises, certaines bonnes, certaines moins bonnes. Ça permet aussi de prendre le temps de se poser et de se questionner sur nos pratiques et de se dire, OK, c'est vrai que ça, on pourrait l'améliorer, etc. Parce que quand on a un plan de charge qui est dense, c'est vrai que la facilité, c'est de faire ce qu'on sait faire sans forcément tout remettre en question. Donc là, c'est un moment aussi qui était privilégié pour nous pour re-questionner tous ces éléments. On a donc testé un certain nombre de nouveaux dispositifs, on en reparlera peut-être après, mais la sonorisation dans les sanitaires, on a créé une cabine d'hygiène, des cabines toute hauteur, etc. Le projet permet de faciliter l'entretien pour les agents de ménage, mais aussi pour nos ouvriers, parce qu'on a des ouvriers en interne qui assurent l'entretien et la maintenance. Donc voilà. Le petit plan existant projet, je pense qu'il parle de lui-même en termes de rationalité des espaces. En tous les cas, c'est assez flagrant. Manon donc, a parlé du côté labyrinthique, des sanitaires, du fait qu'il y avait des sanitaires garçons et filles. Dans le plan projet, ce qui marque le projet, donc c'est évidemment que nous avons des sanitaires filles-garçons. Nous sommes venus créer un accès depuis la cour aux parties nord.
on a conservé et agrandi l'accès côté est, donc ce qui fait qu'il y a des accès des deux côtés. Auparavant, on avait un accès que d'un seul côté de la cour. Ça, c'est un peu la colonne vertébrale du projet, c'est la gaine technique, ce qui nous a permis, d'un point de vue des usages, de changer un certain nombre de choses. Dans les services techniques, on n'aime pas tout ce qui est caché, tout ce qui est encoffré, etc. Parce que dès qu'il y a une fuite, on doit tout démolir, on ne peut pas accéder. Et en fait, on ne peut pas refaire à chaque fois, démolir les murs, etc. Donc on aime bien quand c'est visible ou quand c'est démontable, facile d'accès, etc. Donc cette gaine technique, c'était très bien, parce qu'on a pu comme ça faire des toilettes suspendues, ce qui permet aux agents d'entretien de nettoyer facilement, mais aussi à nos ouvriers d'intervenir directement derrière pour réparer si besoin, d'avoir toutes les canalisations qui passent ici. Donc toute cette colonne vertébrale, elle a été vraiment essentielle dans le projet, et je pense que c'est aussi grâce à ça que tout fonctionne bien. On voit que les cabines aussi, elles sont en peigne comme ça des deux côtés. Donc il y a une circulation qui se fait assez naturellement et fluide. On a du coup mis les lavabos communs ici, avec une taille différente pour ces lavabos-là et une taille différente ici. On a mis un local dédié pour les agents d'entretien. On a sorti de leur salle de repos la machine à laver et le sèche-linge, tout un système de rangement. Et ici, on a créé une cabine d'hygiène. Maintenant, tu reviendras un peu en détail dessus tout à l'heure. Je vous l'explique pas tout de suite. Et on a mis un certain nombre d'accessoires, les porte-manteaux, les douchettes, les brosses qu'on voit pas ici sur le plan, un grand miroir que vous allez voir après. Je vous raconte pas tout parce qu'après vous allez plus avoir de suspense sur les photos. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que 45 jours c'est très très court. Quand on garde que 2 murs de façade, c'est très très court. Donc là on voit la démolition. Et on n'a pas gardé grand-chose à part le toit et les 2 murs latéraux. On voit sur cette photo du coup qu'on est venu agrandir les allèges pour avoir des plus grandes baies. Donc là on a ouvert une nouvelle fenêtre, là ici. On a agrandi la fenêtre existante pour qu'il y ait une meilleure visibilité dans les circulations, qu'il y ait plus de lumière naturelle également. Donc là on a créé une ouverture pour que l'espace de lavabo puisse être visible depuis la cour. Sur cette photo, vous voyez aussi qu'on vient créer des cabines toute hauteur. Donc vraiment, il n'y a pas cette ventilation qui passe par les portes. On est venu créer en fait une ventilation cabine par cabine. Voilà. Donc là, c'est le avant-après, côté façade. Donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. On est venu créer une nouvelle porte ici, une nouvelle fenêtre. On voit ici les sujets dont on a parlé tout à l'heure. On a sorti, on va dire, des fontaines sur la façade pour supprimer le flux des enfants qui venaient boire dans les sanitaires. Donc ça, ce qui permet d'avoir dans les sanitaires que les enfants qui ont envie de faire leurs besoins et pas d'avoir ce flux, on va dire, un peu secondaire. Donc ça, c'est pour la façade. Donc l'autre façade, elle est symétrique, hein, donc c'est le même principe. On voit aussi un tableau d'expression. Alors ces grilles-là, c'est pour protéger nos nouvelles menuiseries des jeux de ballons qui sont tout autour. Voilà, ça c'est pour les façades. Et donc l'intérieur, ça donne ça. Donc ça, c'est une des circulations. Ce qu'on retrouve issu de la concertation, ce carrelage et effet parquet, c'était pour cette notion d'être un peu comme à la maison, d'avoir un espace convivial, agréable. Il y a tout un travail très beau de l'association Art Ensemble sur les portes des sanitaires, sur le sujet de la mixité, de la tolérance, du respect, etc. Il y avait déjà ce travail dans la cour de récréation de l'école, donc c'est un peu le prolongement de ce travail dans les sanitaires, ce qui rend ces sanitaires aussi beaucoup plus agréables, beaucoup plus conviviaux. On a là, donc les portes, vous voyez, toute hauteur. On garde quand même une imposte vitrée pour avoir de la lumière naturelle, pour que ça soit toujours agréable. Là, c'est la cabine d'hygiène. Et ici, donc, nous avons un grand miroir on voit ici le système de ventilation. Donc, on n'a plus du tout de radiateur et la ventilation et le chauffage se font par la ventilation. Et là, alors ça se voit peut-être pas trop sur la photo, mais il y a un lavabo qui est plus bas que celui-là. Il y a deux lavabos duos qui sont plus bas
que cela. Et on voit aussi un peu de loin, on a mis des robinets qui sont normalement prévus pour les personnes à mobilité réduite. En fait, on appuie, on n'a pas besoin de pousser. C'est vraiment un système où on peut appuyer légèrement pour que le robinet soit allumé facilement. Donc ça, pour les enfants qui n'ont pas forcément trop de force, c'est plus facile pour eux aussi de se laver les mains. Voilà, donc ça c'est de l'eau de circulation. Donc derrière, on a notre accès au local d'entretien. Vous avez le même système de cabine avec différentes fresques, la ventilation ici. Et là, on a donc une cabine un peu particulière. Maintenant, je vais peut-être te laisser parler des petits accessoires pour que tu expliques aussi pourquoi on a mis ces accessoires. Je pense que ça peut être intéressant que ce soit toi qui les expliques. Mais on a le avant-après avec cette cabine, donc on a la petite porte bleue, donc on est côté garçon, on a une descente d'eau de pluie, on a toutes les canalisations qui alimentent la fameuse chasse d'eau qu'on tire et qui n'était pas facile, une cuvette en pied, un dévidoir, si vous regardez, il est quand même placé assez haut, donc le dévidoir de papier toilette placé assez haut, avec des dents qui sont tranchantes sur certains des dessins des enfants. Et dans le après, eh ben on a le fameux carrelage en bois pour faire chaleureux comme à la maison d'Ixit les enfants. Un carrelage mural, une faïence murale qui est plus sobre et plus uniforme. Ça peut paraître du détail, mais en fait, c'est quelque chose qui attire l'œil et qui participe parfois à une sensation un petit peu inconfortable pour les déficients visuels, mais aussi pour plein... sans plainte. Donc là, il n'y a pas de plainte entre le carrelage de sol et le carrelage de mur. La plainte, c'est souvent un espace de salissure et de recoin. À la maison, vous voyez très bien la plainte, le petit rebord de quelques centimètres, là, c'est un nid à poussière. Donc dans un sanitaire aussi. De temps en temps, sont préconisées des plaintes à gorge, donc c'est des plaintes un peu courbes. Maintenant, quand vous irez aux toilettes, vous regarderez le raccord. Il y a une petite plainte un peu courbe de temps en temps qui est mise en place. La cuvette suspendue dont parlait Nalwen, permise par la présence de la fameuse colonne vertébrale, la gaine technique dont elle nous parlait tout à l'heure. Donc au final, on n'a plus de canalisation, on n'a plus une cuvette sur pied, mais on a une cuvette suspendue. Donc juste pour l'entretien que les agents font de 4 à 5 fois par jour, c'est beaucoup facilité pour eux, pour elles, en particulier notamment aux élémentaires Métra. La chasse d'eau, on ne la tire pas, mais on la pousse. Il y a cette petite brosse qu'on a souhaité mettre en place pour que les enfants puissent nettoyer eux-mêmes. Et cette douchette, donc cette cabine-là, en fait, elle fait 1,20 m de large. Elle fait pas vraiment 90 cm comme les cabines habituelles. Elle est un tout petit peu plus large. Et les enfants nous ont demandé aussi de mettre des douchettes à eau et de pas utiliser du papier toilette, mais de se doucher directement. Alors on pourrait se dire que ça consomme plus d'eau, alors que notre but c'était de consommer moins d'eau. Pour créer du papier, on consomme beaucoup d'eau. Donc vous inquiétez pas, les calculs sont bons. Et cette cabine de 1,20 m en plan, vous l'avez peut-être pas noté, mais on avait toutes les cabines en pienne. Ça nous permet aussi d'avoir le cadre bâti de la chasse d'eau qui est derrière. Les fameux agents, quand ils vont à l'arrière, eh bien, ils ont les chasses d'eau qui sont un peu en quinconce. Quand ils se mettent dos à une chasse d'eau, ils n'ont pas l'autre dans le dos. Ils sont un petit peu dans un entre-deux, un peu impair, si vous voulez, dans ces cabines-là. Juste pour vous donner une idée, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais donc la surface de ces sanitaires, c'est 70 mètres carrés. La durée du chantier, j'en ai suffisamment parlé comme ça, je ne vais pas en rajouter. On avait ce que j'ai mis coût de prestations intellectuelles, ça regroupe tout ce qui est diagnostic amiante et plomb, diagnostic structure pour l'ouverture des façades, le bureau de contrôle, le coordonnateur de la santé, de la protection, sécurité et protection de la santé, le coût du bureau d'études pour le chauffage et la ventilation. Et ensuite, le coût travaux, évidemment, 364 000 €, ce qui nous fait un total de 387 000 €, ce qui est un budget qui est quand même un budget important pour ce type de travaux. Juste pour revenir là-dessus, aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui a été mis en termes de ventilation, de chauffage, etc., c'était quand même un peu une usine à gaz, on va dire, pour ce type d'espace. Donc, c'est un chantier pilote. On teste des choses. On voit aussi les choses qui fonctionnent pas. Aujourd'hui, on a vu que dans ce projet, le coût de la partie chauffage et ventilation était vraiment très importante. Et du coup, on se re-questionne aussi en interne sur les services techniques. Est-ce qu'on peut pas trouver d'autres solutions plus économiques, moins, on va dire, techniques et peut-être plus naturelles pour éviter ces coûts importants de travaux et continuer à quand même à innover ou à intégrer ces nouveaux usages. Voilà.
Merci beaucoup. La transition est toute faite sur le fait qu'en effet, c'est une étude action, donc on teste. Donc là, on est en train de faire RETEX, retour d'expérience. On est en train de retourner voir les écoles pour voir justement les mêmes phases à la rentrée prochaine. On retournera faire les phases d'observation, questionner les enfants pour voir si les usages ont changé, se rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas. Pour anecdote, en avant-première, les petites brosses noires, je pense qu'on va les enlever. C'est plus sujet à bêtises que sujet à propreté. Mais voilà, c'était intéressant de se rendre compte qu'on teste des choses et que ça marche pas toujours, mais qu'il faut bien tester pour apprendre. Dans le phase de cette étude d'action, encore 2 slides, Solène, et j'aurai fini. On a eu ces grosses préconisations, la fin des urinoirs, tester des sanitaires mixtes, les cloisons jusqu'au plafond, tous les enjeux techniques qu'a abordé Nalwen. Dans le plan, vous voyez aussi en haut à gauche et en haut à droite, elle a détaillé la cabine d'hygiène et le local d'entretien qu'elle a évoqué. Ces 2 éléments qui nous ont semblé super importants de travailler. On a rencontré la mission éducation inclusion, qui est une mission qui a 2-3 ans à la ville, pareil, pas très forte en datation. Et en fait, ils nous ont parlé des enfants en situation de handicap. Donc le fait qu'un enfant en situation de handicap peut avoir besoin d'être accompagné au sanitaire, mais aussi tous les accidents ou les fuites dont on parle, les premières règles pour les jeunes filles en CM1, CM2 aussi, qu'on peut avoir besoin de se doucher, de se changer dans les sanitaires, et plutôt que faire ça dans une cabine, pieds nus par terre, en se tenant sur les murs, dans un moment d'inconfort pas possible, après l'inconfort qu'on vient de vivre, on s'est dit que c'était important d'imaginer ce qu'on a appelé une cabine d'hygiène. Donc ça peut être une cabine qui répond aux normes PMR, donc personne à mobilité réduite, donc au sein duquel un fauteuil roulant pourrait justement circuler. Mais dans cette cabine, ça c'est celle de l'élémentaire Metra, juste à la réception des travaux. Donc il y a peut-être eu des modifications, mais c'est ça, il manque le banc par exemple. Mais on a la cuvette qui est PMR, donc elle est un tout petit peu plus profonde. On a la brosse, la chasse d'eau et le dévidoir assez similaires. On a un lavabo PMR, donc un fauteuil roulant peut passer les genoux. Le lavabo avec la petite barre de préemption qui est plus facile. Et cette fameuse douche à l'italienne. Le petit schéma que vous voyez à côté, c'est le dispositif qu'on a souhaité généraliser. Donc on a proposé à la direction des affaires scolaires, dans leur nouvelle préconisation, lorsque c'était possible, d'imaginer cette cabine d'hygiène. Elle comprend parfois juste une douche. Parfois, il y a aussi la cuvette. En fonction de l'emplacement mis à disposition, elle regroupe aussi les réglementations PMR. Voilà, c'est pas un modèle, comme l'expliquait Charlotte, on n'a pas démultiplié le prototype de manière systématique, mais en tous les cas, on s'est dit qu'on pouvait l'adapter à chaque fois. En maternelle, imaginez carrément des baignoires sabots pour pouvoir baigner les enfants. Rajouter parfois le banc, qui est pas présent ici, pour pouvoir s'asseoir et pas s'asseoir par terre. En maternelle, les enfants, c'est les fesses par terre qu'on les change assez souvent. Imaginez une petite paroi de douche, si jamais on doit accompagner quelqu'un. En tant qu'adulte, ne pas être éclaboussé, mais pouvoir accompagner verbalement, voire manuellement si jamais le besoin s'en fait. Mais voilà, ça c'est une cabine qui a été prototypée à l'élémentaire Metra, qui a été mise en place aussi à la maternelle, les fameuses cartographies des sites pilotes dont je vous parlais tout à l'heure. Ça a été mis en place à la maternelle avec le bac sabot et c'est en train d'être mis en place dans un collège avec une cabine PMR, avec une douche, donc juste le siphon de nettoyage deviendra siphon de douche. Et ça, c'est une préconisation portée par la DASCO pour les nouveaux sanitaires qui seront rénovés à terme. Et le fameux local d'entretien dont vous parlez Nalwen tout à l'heure, qu'elle a déjà pas mal détaillé, mais au sein duquel on a souhaité faire buanderie. Donc en tous les cas, mettre la machine à laver, le sèche-linge. Une des préconisations portées par les affaires scolaires depuis l'été dernier, c'est de repasser aux serviettes en tissu pour l'essuyage des mains et non plus aux essuie-tout jetables. Et donc ça induit bien sûr des machines complémentaires et plutôt que de les mettre dans la salle dite de repos pour les agents d'entretien, on a souhaité les mettre dans le local. Pareil, le local, il n'est pas toujours de la même taille. À l'élémentaire Metra, il est assez grand, il donne accès à la gaine technique. Mais on a souhaité imaginer à chaque fois un espace où on puisse avoir du stockage des produits utilisés de manière récurrente. Le fameux vidoir, donc ce petit lavabo un peu plus bas pour vider les seaux. Pourquoi pas un tuyau d'enrouleur, voire un support d'accroche des balais. Je pense que c'est ce que les agents d'entretien ont préféré. C'est ce porte-manteau à balais qui leur permet d'avoir les balais bien rangés. Mais ça, c'est 2 préconisations qu'on a illustrées à Metra, mais qui sont aussi aujourd'hui au cahier des charges de la direction des affaires scolaires. Voilà pour vous expliquer un peu le projet. On a tenté de penser à toutes et à tous pour essayer de tester quelque chose. On dit bien, on a testé et voir du coup comment on va vivre ce projet l'année prochaine et dans les années à venir. Merci beaucoup.